Bienvenue dans la matrescence, que vous soyez futurs parents, nouveaux parents, parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines, frères, sœurs, peu importe. Si vous avez été un enfant un jour, ce podcast est fait pour vous. Désormais, chaque mercredi, nous vous proposons un épisode de notre immense catalogue qui a débuté en mars 2019. Et oui, déjà, un épisode toujours aussi pertinent et à l'ordre du jour pour vous accompagner au mieux dans cette aventure formidable qu'est la vie. Cet épisode que vous allez écouter, partagez-le autour de vous, inondez vos groupes WhatsApp. On veut que la matrescence voyage le plus loin possible. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, on prend de plus en plus conscience que notre style de vie impacte notre santé. Mais ça veut dire quoi exactement ? Pourquoi notre alimentation joue un rôle primordial ? Pourquoi prendre soin de son sommeil et de gérer son stress reste un des piliers de la bonne santé ? Comment notre microbiote influence notre humeur et nos fonctions cognitives ? De manière très concrète, Émilie Stenbach, neuroscientifique et microbiologiste, nous explique le fonctionnement de notre corps et répond à toutes les questions dont j'ai parlé juste au-dessus. L'épisode regorge de bons conseils, d'exemples pratiques et d'informations primordiales pour notre santé. En tant que parents, on souhaite forcément faire en sorte que nos enfants grandissent en bonne santé et parfois on oublie que l'alimentation est un outil puissant par lequel commencer est plutôt facile. Je suis ressortie de cette interview encore plus convaincue que nous devons passer le mot autour de nous et faire connaître ce savoir. Alors surtout, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, dans votre entourage, les parents, les grands-parents, les cousins, les cousines, les futures mamans, parce que ce sont des informations primordiales et on a besoin aujourd'hui de prendre soin de notre santé. C'est très important pour la société, oui. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci d'avoir choisi la matrescence. Salut Émilie. Coucou. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast de la matrescence. Je suis ravie de t'avoir en face de moi, parce que je sais que les interviews sont toujours plus intenses quand on n'est pas avec un écran entre nous deux. Je voulais te poser une première question, parce que tu as beaucoup de diplômes. Après 11 ans d'études, enfin, tu viens de terminer tes études. Comment est-ce que tu t'es intéressée au domaine de la science ? Donc, je pense qu'une qualité qu'on retrouve souvent chez les scientifiques, c'est d'être très curieux. Et je pense que ma curiosité m'a poussée à me poser plein de questions et à essayer de trouver des réponses. Et les sciences, c'est quand même pas mal pour ça. J'avais envie de découvrir comment notre environnement fonctionne. J'avais envie d'être archéologue, puis géologue. Et puis petit à petit, je me suis tournée vers la santé, sans doute à cause de mon histoire personnelle. Voilà. Je dirais que la curiosité, c'est ce qui pousse le plus, pour moi en tout cas, à entreprendre une carrière en sciences. Alors moi je suis curieuse, mais je voulais être journaliste. La science, c'était pas pour moi. Je crois qu'il y a deux voies. Dans mon cas, c'est la chose qui m'a permis de tenir le coup. Relever des challenges, répondre à des questions auxquelles personne n'a de réponse. C'est vraiment un gros challenge de faire une carrière en sciences. C'est tout le temps être face à un inconnu, devoir apprendre tout le temps de nouvelles compétences, des compétences parfois très compliquées. C'est un peu stressant. Et puis finalement, quand tu trouves des réponses ou que tu acquiers de nouvelles compétences, tu ressors avec beaucoup de fierté. Et la compréhension permet de, je pense, réduire un peu l'anxiété par rapport à plein de questions. C'est ce qui t'a le plus plu là-dedans ? Que ça réponde à des questions, que tu puisses avoir un impact sur la vie des gens ? Ouais, je trouve que ce métier donne un sens à ma vie. J'ai vraiment l'impression, tous les jours, de faire avancer les choses, de contribuer à faire de ce monde un monde meilleur. En travaillant dans le domaine de la recherche médicale. Ouais, vraiment, ça donne un sens à ma vie. Donc si tu devais te décrire, tu te dirais que t'es neuroscientifique, t'es biologiste, alors tu serais quoi ? Neuroscientifique de formation et j'ai fait un doctorat en nutrition et microbiologie. En fait, j'ai fait un doctorat où j'ai étudié un microbiote qui est très peu étudié. Donc le microbiome, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans l'intestin, dans une maladie qui est l'obésité. Donc j'étudiais les relations entre le microbiote intestinal et l'obésité, donc une maladie métabolique, et puis l'environnement. Donc qu'est-ce que les participants mangeaient, le sport qu'ils font, le stress qu'ils vivent, et puis leur santé, donc des choses dans leur corps. Ouais, c'est tout un écosystème au final. Aujourd'hui, on a compris qu'il y a beaucoup de choses qui interagissent ensemble. Ouais. C'est pas seulement
Soit t'as les gènes ou t'as mal mangé, Exactement. Tout va ensemble. Et en fait, je suis docteur en biologie intégrative. C'est un peu un nouveau champ dans la recherche médicale. C'est ne plus s'intéresser, par exemple, qu'à un seul gène, disons une mutation qui favorise l'épilepsie. C'est s'intéresser à la communication entre organes, par exemple, la communication entre l'intestin et le cerveau, la communication entre notre organisme et notre microbiome intestinal, qui en fait n'est pas nous, ou même l'environnement. Pourquoi est-ce que spécifiquement tu as été sur cette partie-là du corps ? En fait, vraiment, la réponse, c'est que c'était très opportuniste. Donc, quand j'étais dans les neurosciences, on étudiait que les neurosciences, comme si le cerveau, c'était une petite boîte en haut du corps qui permettait de piloter l'organisme, mais qui n'interagissait pas avec le reste du corps. Et puis, pendant mon deuxième master, un superviseur m'a proposé de faire une thèse sur le microbiome intestinal. J'en avais jamais entendu parler. Alors, c'était quand même il y a un petit temps, donc en fait... il n'y avait pas encore eu le livre de Julia Enders qui était sorti. On ne parlait pas vraiment du microbiote intestinal. Et alors, il m'avait proposé de faire une étude sur les transplants fécaux, dont je n'avais jamais entendu parler non plus. Donc, il consiste à transplanter. On parle de transplant parce que maintenant, le microbiome est considéré comme un organe à part entière. Donc, un peu comme un transplant de cœur. Et il me disait qu'on allait faire des transplants de microbiome fécal. Moi, j'ai retenu fécal pour étudier des changements au sein du cerveau. C'est un truc un peu compliqué. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'avais été dégoûtée, je m'étais dit ce type est hyper spécial. Apparemment, c'était une collaboration internationale, donc mon doctorat serait entre Londres et Rome. Ça aurait pu être génial, mais j'avais dit non parce que je trouvais ça un peu, spécial quand même. Mais bon, le moment de choisir mon doctorat est arrivé et je voulais vraiment étudier le lien entre l'environnement et nous, mais surtout le mode de vie. Donc le sommeil, l'activité physique et particulièrement la nutrition. J'avais déjà fait de la recherche dans le sommeil. Et en fait, en cherchant, je me suis dit, pourquoi pas le microbiote intestinal ? Parce que c'est ni nous, ni l'environnement. Mais par contre, il répond à tout ce qu'on fait dans l'environnement. Il change et puis il a un impact sur nous. Donc en fait, c'était vraiment opportuniste. Me dire, c'est le champ d'études où je pourrais vraiment intégrer plein d'organes et plein de paramètres du mode de vie. Et puis, j'ai choisi l'obésité comme maladie sur laquelle j'allais me concentrer pendant 4 ans quand même. Parce que c'est une maladie aussi qui est extrêmement complexe et multifactorielle. Beaucoup de gens pensent encore qu'être atteint d'obésité, ça reflète un manque de contrôle de soi, alors qu'en fait, c'est extrêmement complexe. Donc, ça me permettait d'étudier le cerveau, le comportement alimentaire, la nutrition, mais plein d'autres choses. Voilà. Bon, aujourd'hui, les transplants de matière fécale, on en parle beaucoup plus. Ouais. Ça te dégoûte moins, en fait. Ouais, aujourd'hui, tu pourrais l'étudier. Ouais, je pourrais l'étudier. J'ai travaillé quand même 4 ans sur le microbiome. Donc, j'étudiais le microbiome salivaire, le microbiome duodéno-jejunal. Donc, c'est juste après l'estomac. En vrai, ça ressemble à du vomi. Et puis, le microbiome fécal. Donc, je travaillais régulièrement avec ces échantillons. Et contrairement à ce qu'on peut croire, l'échantillon qui était le plus dégueulasse, c'est la salive. Ah ouais ? Ouais. Ah, c'est vraiment répugnant. C'est dur de travailler avec cet échantillon et je pensais que j'étais la seule, mais à chaque fois que j'avais des stagiaires ou des personnes qui venaient m'aider à traiter en fait ces échantillons, tu vois, on travaille avec des petites pipettes comme ça, on doit couper le cône parce que c'est tellement visqueux que c'est impossible à absorber. Aspirer, c'est vraiment, ça a une consistance qu'on peut pas imaginer. Bon alors, tu t'es intéressée à cette partie-là qui aujourd'hui on sait est primordiale, même si chaque chercheur nous dit qu'il y a encore des dizaines d'années d'études dessus, parce que vous commencez simplement à comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que vraiment l'alimentation, ça peut impacter notre cerveau ? Oui. Comment ? Totalement. Et pourquoi ? De manière indirecte par le microbiome intestinal et de manière directe parce que ce qu'on mange, les nutriments qu'on mange, vont finalement pouvoir faire leur chemin par la circulation jusqu'au cerveau. Donc, par exemple, les acides gras oméga 3. Tu as différents types d'acides gras oméga 3. J'essaie de te donner quelques exemples, comme ça c'est clair. Tu as différents types d'acides gras oméga 3, dont des acides gras à chaîne plus longue, comme l'EPA et la DHA. Et il faut savoir que ces acides gras oméga 3, ils vont s'incorporer dans le cerveau, ils vont s'incorporer dans les petites cellules du cerveau et jouer des fonctions. C'est des molécules qui sont importantes pour la bonne construction, je vais dire, le bon développement du cerveau. On trouve dans les huiles. On en trouve, l'EPA et la DHA, en fait, on les appelle souvent les acides gras marins. Ouais. On les retrouve surtout dans des poissons gras
Et en fait, je pourrais te montrer, j'ai un graphe que j'ai fait avec la teneur en acides gras oméga 3, mais aussi la teneur en mercure. Donc, je recommande, si vous voulez avoir un apport intéressant d'acides gras oméga 3, de consommer sardines, harengs, maquereaux, truites, arc-en-ciel, le saumon également, les anchois, je pense que je ne l'ai pas dit. Ça, ce sont des poissons qui sont très riches en acides gras oméga 3, EPA et DHA, mais pauvres en mercure. Tandis que d'autres poissons comme le thon ou pire le requin, il y en a un... On mange du requin. Un poisson qui a un très long bec comme ça. L'espadon, ça ce sont des poissons qui ont une haute teneur en mercure et qu'il faut éviter, particulièrement pour les femmes enceintes. Donc voilà, par exemple, ça c'est un exemple de lien direct entre ce qu'on mange et le cerveau. Il faut aussi se dire que tous les petits neurotransmetteurs qui sont synthétisés dans le cerveau, il y en a certains qui sont synthétisés uniquement à partir de petites molécules qu'on retrouve dans l'alimentation. Par exemple dans les protéines, la sérotonine qui est un neurotransmetteur impliqué dans l'humeur, dans le contrôle de la prise alimentaire et qui est un peu problématique dans la dépression par exemple. Il est synthétisé à partir d'un acide aminé qui s'appelle le tryptophane et qu'on retrouve que dans l'alimentation. C'est un acide aminé dit essentiel. Donc il faut manger pour avoir du tryptophane. Et puis l'alimentation peut nous influencer de manière indirecte, par exemple par le microbiome intestinal. Donc disons que tu manges quelque chose, ça va rentrer dans ton intestin et puis tu as toutes ces petites bactéries qui peuvent digérer les aliments et à partir des aliments créer des petites molécules qui vont soit avoir un effet local dans l'intestin, par exemple jouer avec la perméabilité de l'intestin, j'essaie de faire très simple, et dans certains cas, l'intestin peut devenir poreux. Et ça va favoriser une inflammation. J'essaie de faire simple, donc tu me dis si c'est pas clair. Ça peut favoriser une inflammation locale et une altération de la perméabilité intestinale. Tu peux avoir des petits fragments bactériens qui vont passer dans la circulation et qui vont favoriser l'inflammation de bas grade. Elle est quasiment systématique, par exemple, dans l'obésité ou dans la dépression, par exemple. On peut même retrouver de l'inflammation dans le cerveau. Donc, j'essaie toujours de trouver des images mentales qui font simple. Et moi, celle qui me vient en tête, c'est nos organes, ils communiquent entre eux. Et quand on a de l'inflammation, il faut imaginer qu'on a comme des embouteillages ou que les choses rouillent. C'est dit très simplement, mais nos organes ne sont plus très bien capables de communiquer ensemble, ou même à l'intérieur des organes, et ça peut favoriser l'apparition de plein de pathologies. Voilà. Non, ça a du sens, et je crois qu'aujourd'hui, on commence à en parler un petit peu plus. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a un régime alimentaire qui n'est pas adéquat peut, du coup, être plus sujet à une dépression, exactement, à avoir des troubles neurologiques. Ouais. Je vais aller à un extrême. Ok. Les aliments ultra transformés, si on en consomme un petit peu de temps en temps, comme je fais, ça m'arrive, parce que parfois je me balade avec un paquet de chips dans la rue et j'ai l'impression d'être une énorme fraude, mais voilà, si vous me voyez. Ça m'est déjà arrivé une fois dans le métro, après avoir pris plein de trains pour rentrer à Bruxelles, d'acheter un paquet de chips triangulaires, vraiment ultra processed. Tu vois, les chips voilà, avec plus tellement de sel de sel, de sucre, et qui sont tellement plein de choses qu'on ne retrouvera jamais dans la nature, qui sont... Enfin, c'est des Doritos, quoi, tu vois. Je vois. Et j'ai vu des gens me prendre en photo et dire « c'est The Brain Cat Scientist ». Et je me suis vraiment sentie comme une fraude. Donc, bref, je mange de temps en temps des aliments ultra transformés. Mais une alimentation qui est riche en aliments ultra transformés, donc où on consomme trop d'aliments ultra transformés, est associée à une augmentation d'énormément de maladies, la dépression, l'anxiété, les insomnies, mais aussi des maladies cardiovasculaires. Il faut savoir que le cerveau est un organe qui a aussi des petits vaisseaux sanguins qui sont fins comme des cheveux. Et si on a des problèmes cardiovasculaires, que notre sang ne circule pas très bien, ça peut altérer le fonctionnement du cerveau. Il y a d'ailleurs un type de démence qui est le plus fréquent, donc démence... un peu quand on perd la boule quand on est vieux, pour faire très simple de nouveau, même si c'est pas bien de dire ça comme ça, peut être dû à des troubles cardiovasculaires, et c'est la deuxième cause de démence au monde. Et puis les cancers, enfin voilà, une alimentation ultra transformée favorise l'apparition de plein de maladies. Et ça, même chez les enfants ? Ouais. Déjà ?
Parce qu'on le sait, nos enfants nous réclament tout le temps des bonbons, des chips, les gâteaux. C'est très difficile de lutter contre ça quand on a des enfants, de ne pas leur en donner, de restreindre. Est-ce qu'il y a un effet plus fort chez eux parce qu'ils sont plus vulnérables, tu sais ça, ou en tout cas c'est le même fonctionnement? Alors, il n'y a pas d'études d'intervention faites chez les enfants, ni chez les adultes avec des aliments ultra transformés, ce serait pas éthique. On peut pas faire des expériences comme ça. Ah oui, parce qu'il faudrait leur demander de... Voilà, tu peux pas dire à un groupe d'enfants, on va voir pendant 5 ans, on va vous donner une alimentation riche en aliments ultra transformés, les autres, on va leur donner un régime traditionnel, riche en fibres, blablabla. Et puis se dire, on verra dans 5 ans qui est devenu malade et a une augmentation de la mortalité. Enfin, ça n'aurait... C'est pas éthique. Il y a eu, en fait, une seule étude au monde qui a été réalisé avec les aliments ultra transformés et qui visait à voir l'impact sur la prise de poids. Bon, évidemment, les gens qui consommaient des aliments ultra transformés ont pris beaucoup plus vite du poids et l'autre groupe n'en a pas pris. Mais donc, il n'y a pas d'études faites chez l'enfant, mais il faut juste dire que le cerveau, il se développe jusqu'à à peu près 21 ans. Et en fait, on a des fenêtres de tir dans nos vies où c'est vraiment très important de s'intéresser à notre alimentation, particulièrement quand le cerveau est en plein développement. Donc la petite enfance et quand on est dans le ventre de sa maman, c'est absolument crucial de faire attention à son alimentation. Mais jusqu'à 21 ans aussi, il y a des choses à... Voilà, on crée un cerveau qui est en train de se développer. Donc si on ne lui apporte pas ce qu'il faut, la stimulation qu'il faut, ça aura des conséquences à vie. Alors si on veut être pratique, parce que je sais que tu aimes bien donner des exemples très concrets, juste changer une chose dans l'alimentation, comme par exemple le petit-déj, est-ce que ça a des conséquences assez positives ou il faut faire un 360 qui demande beaucoup d'efforts aux gens? Alors, juste changer son petit déjeuner. Évidemment, il faut changer la qualité globale de l'alimentation, mais je pourrais te donner des petits conseils vraiment pratiques. Mais juste changer son petit déjeuner peut avoir un impact visible le jour même. Donc ça, il y a plein d'études qui sont faites chez les enfants. Je te parle d'enfants parce que je sais que ça t'intéresse. Et qui montrent qu'un petit déjeuner qui a moins de glucides, une charge glucidique moins importante, mais aussi des glucides qui sont à index glycémique plus élevé. Je vais te donner des exemples. Par exemple, manger un cookie, des petits gâteaux, des choses qui contiennent du sucre. Donc ça aurait par exemple un index glycémique élevé, une charge glycémique élevée, altère les fonctions cognitives. Donc l'enfant peut être moins attentif, avoir une moindre capacité à retenir les choses. Le fonctionnement de son cerveau ne fonctionne pas bien. Le cerveau, il carbure avec du sucre, mais il carbure avec du sucre qui lui arrive petit à petit, de manière stable et durable tout au long de la matinée, puis tout au long de l'après-midi. Donc ce qu'il faut faire, c'est favoriser des glucides à libération lente, qui vont digérer lentement. Souvent, ils sont riches en fibres. Donc c'est par exemple faire des choix comme, au lieu de prendre des céréales de petit déjeuner pleines de sucre et colorées, se dire qu'on va prendre de l'avoine complet. Et puis, il faut aussi essayer d'ajouter des protéines au petit déjeuner. En fait, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation. Il y a des chercheurs qui ont montré à quel point ça peut avoir un impact, notamment sur le trouble de l'attention et de l'hyperactivité, et qui ont recommandé, et ça on le sait depuis longtemps alors que personne ne le sait, en fait, dans le grand public, qu'un petit déjeuner qui contient plus de protéines que de glucides, donc par exemple des œufs, les petits poissons que j'ai cités, des oléagineux, des noix, des graines, ça peut favoriser les fonctions cognitives et la synthèse de neurotransmetteurs qu'on appelle dopamine et noradrénaline, qui sont absolument cruciales aux bonnes fonctions cognitives. Donc, un bon petit déjeuner, c'est par exemple un fromage petit suisse avec des noix, des graines, et puis quelques morceaux de fruits, par exemple. Ou un œuf. Un œuf, voilà, une tranche de pain, un peu comme du pumpernickel. Oui, tu vois, du pain. C'est plus connu chez vous en Belgique que chez nous. Du pain où le vraiment, pain noir, quand tu le regardes, tu vois des graines. Et tu vois que la farine, elle est foncée. Voilà, c'est pas votre pain de français qui est très blanc. Et d'ailleurs, je suis assez effarée de voir que les Français mangent du pain à chaque repas. Enfin, moi, je pensais que c'était un mythe, tu vois. Ah non, j'avoue. Et du fromage après quasiment chaque repas. Vraiment, je pensais que c'était un mythe. Et d'ailleurs, ça m'énerve quand je vais manger chez des amis et qu'on sert après avoir que j'ai déjà bien mangé. Encore du fromage auquel je ne sais pas résister et on sort de table en se sentant mal. Enfin, on adore ça, nous. Mais parce qu'on marche 20 000 pas par jour à Paris, on compense un peu. C'est vrai, si on n'est pas trop sédentaire, ça passe. Peut-être, oui. Mais t'as raison qu'on sort souvent des repas.
On a trop mangé. Ouais. Un repas de famille français, c'est pour ça que ça dure de 11h à 16h. Exact. Ouais. Et moi qui n'ai même pas resté assise longtemps, parfois ça m'énerve un peu. Donc changer le petit-déj, de sortir de cette... ce classique des céréales qu'on a tous eu petit, à regarder le paquet et le jus d'orange ou un truc très sucré. Pas de jus d'orange, voilà. Ça c'est vraiment... Si je mangeais là tout de suite 8 oranges devant toi, tu te dirais un peu bizarre. Ça fait beaucoup. En fait, c'est ce qu'on fait quand on boit un jus d'orange, sauf qu'il n'y a pas les fibres dedans. Comme tu exposes les vitamines, tu les ressors de la matrice alimentaire, tu les exposes à la lumière, à l'oxygène, à la température, en fait, elles se dégradent très vite. Donc, tu as du sucre, mais pas beaucoup de vitamines. Voilà. Mais donc, comme tu disais, par exemple, du pain, comme ça, très complet, avec un œuf, de l'avocat, des petites matières grasses. Et ça, en seulement 4 jours, tu peux avoir un effet. Par exemple, tu as un effet le jour même, mais des études ont montré qu'en seulement 4 jours, chez des étudiants à l'université, les participants qui ont un régime plus riche en sucre et en acides gras saturés qu'on retrouve par exemple dans les produits de source animale, comme la viande ou le fromage, versus un petit déjeuner qui est plus riche en protéines et moins riche en sucre, les participants du premier groupe ont une altération de la mémoire. Donc on leur a donné des tests où ils doivent apprendre plein de mots et puis les restituer. Ils sont testés chaque jour et après 4 jours, ce groupe-là n'est plus capable de bien restituer les mots qu'il a appris. Alors que l'autre, oui. Donc tu te dis, si seulement en 4 jours, on voit un effet comme ça sur notre fonction d'apprentissage, notre fonction mnésique, on dit, qu'en est-il des personnes qui mangent comme ça à vie? Donc vraiment, le petit déjeuner de nos enfants est crucial. Ouais. Mais moi, je vais donner un exemple. Tu vois, j'ai une de mes 3 filles qui est très active, on va dire. Et quand j'ai pas le temps et qu'elle me demande du sucre le matin et que voilà, je lâche, je vois son comportement dans la fin de matinée, mais qui n'a rien à voir. Quand le matin, chez nous, on a souvent des crêpes sarrasin avec des sardines, avec de l'avocat ou un œuf, et qu'elle mange avec moi, parce que quand moi je le mange devant elle, elle veut en prendre, mais c'est pas la même enfant en fin de matinée. Vraiment. C'est juste sur quelques heures, moi je le vois. Chez mes 2 autres filles, c'est moins fort l'effet. Est-ce qu'on est aussi individuellement plus ou moins réceptifs? C'est ça, je donne des conseils de manière assez générale, mais on est tous... différents, et donc c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Moi, je souffre de troubles de l'attention et l'hyperactivité. J'aime plus dire que je souffre parce que aujourd'hui, parfois, je me dis que c'est plutôt une force. Ça a été une force dans ma vie. Les neuroatypiques, c'est une force, on le dit. Hein. Moi, j'ai l'impression, aujourd'hui, c'est une force. Adolescente. Le TDAH. Ouais, le TDAH. Adolescente, si je n'avais pas été bien suivie et si j'avais pas eu les parents que j'ai, je pense pas que j'aurais survécu. Voilà. Ça a été très dur. J'imagine. Voilà. Et en fait, personnellement, si je mange quelque chose de sucré au petit déjeuner, il va y avoir des répercussions. Petite, j'ai fait le test, mais de manière intuitive. Mais aujourd'hui encore, je sais, quand je mange, je sais pas, un truc très sucré, je vois mon mec qui me regarde, genre... T'es pas la même. Please, don't. Et après, je suis genre... surexcitée. Et puis après, il y a un crash, tu vois. Ma fille, je vois ce crash. Je dis, ah là là, qu'est-ce que je lui ai donné au petit-déjeuner? C'est de ma faute. Ouais. Donc, voilà. Mais ce changement de petit déjeuner, là, c'est pas la scientifique qui parle, c'est la personne qui fait des expériences sur elle-même. Ce changement de petit déjeuner m'a permis d'arrêter mon traitement, donc la Ritaline, que j'ai pris quand même pendant des années. Et c'est un peu de gérer mon trouble un peu mieux. Sauf qu'à l'époque, je savais pas que j'étais en train de faire quelque chose de positif, qui était backed by science, mais pendant mes études, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je faisais était assez intelligent. J'ai travaillé avec des neuropsychiatres qui m'ont dit « Ah, mais la manière dont tu manges, c'est comme tel régime. » Et en fait, c'est comme ça que j'ai décidé d'arrêter neurosciences pures et de me concentrer sur ça. Parce que tu l'as vécu toi-même. Voilà. De base. Exact. Et trop intéressant, j'adore. Est-ce que, du coup, ça impacte donc notre humeur, notre capacité cognitive, ça impacte sur le long terme. Donc, on a vraiment tout intérêt à... J'aime pas ce mot faire attention parce que je sais aussi qu'il y a les TCA, les troubles du comportement alimentaire, mais d'avoir une conscience de l'impact de chaque aliment sur nous, parce qu'on réagit, comme tu dis, pas tous de la même manière en fonction de qui on est. Donc d'avoir en faire des tests en fait sur soi-même. Tu conseilles à ce qu'on teste de voilà, tel aliment, je me rends compte que ça fait ça, de choisir en mieux, ou est-ce qu'on sait qu'il y a vraiment un type de régime qui fonctionne pour tout le monde?
Et qui a les plus belles vertus, on va dire, pour la santé? Alors, pour répondre à ta question qui a plusieurs compartiments, il n'y a pas de problème. Faire des tests, pourquoi pas, mais ne pas devenir trop névrosé non plus. Parce qu'aujourd'hui, on voit sur les médias la diabolisation de certains aliments. Disons par exemple les aliments qui contiennent du gluten. Et ça peut provoquer des réactions chez les individus qui créent des troubles alors qu'ils n'en avaient même pas. Donc là, il y a des études quand même fascinantes qui montrent que quand des personnes qui se disent sensibles au gluten sans avoir reçu de diagnostic et qu'on leur donne soi-disant du gluten alors que c'est un placebo, ils peuvent avoir des symptômes. Et dans les études, il y a même des personnes qui ont on dit un adverse event, enfin un effet secondaire qui demande l'interruption de l'étude parce qu'ils ont des troubles. Il faut pas négliger l'axe aussi intestin-cerveau. De l'autre côté. Voilà. Donc, moi, je mange de tout. Je mange varié, diversifié, assez équilibré. Parfois, je mange des Doritos dans un métro. Parfois, je mange une salade que certaines personnes diraient « Oh, tu es parfaite, Émilie ». Je me mets pas trop la pression. Donc, faire des tests, oui. Faire des tests s'il faut, si on est malade. Et idéalement avec un médecin. Parce que je vois dans mon entourage des personnes qui se dirigent vers des faux experts de santé ou des conseils bidons sur les réseaux sociaux qui suppriment complètement une classe d'aliments. Et puis en fait, quelques mois plus tard, ils sont plus capables de bien digérer cet aliment et ils ont favorisé l'apparition d'un trouble. Il y a un effet boomerang. Ouais. Alors pour le régime optimal, donc s'il y a un régime qui est vraiment très bien soutenu par la littérature scientifique pour améliorer l'humeur, prévenir le déclin cognitif ou gérer son poids tout au long de la vie, c'est le régime méditerranéen crétois. Alors, c'est un régime auquel on donne ce nom et qu'on étudie dans notre partie du monde comme le régime optimal. Mais il faut juste dire que c'est un régime traditionnel ou un régime de paysans. C'est un régime où on mange énormément de légumes, des légumineuses, des céréales complètes. C'est pas des céréales raffinées dans un pain blanc, c'est du sarrasin complet, de l'épeautre complet, de l'avoine, tu vois, pas des flocons d'avoine, mais de l'avoine grossièrement concassée, on dit steel cut oat en anglais. Donc des aliments entiers, des aliments vrais. On retrouve 1 à 2 fruits par jour, une petite poignée d'oléagineux par jour, de l'huile d'olive, des petits poissons gras que j'ai cités. On retrouve un peu moins de fromage et de beurre. Et de charcuterie. Et de charcuterie. La charcuterie ultra transformée, on n'en retrouve pas du tout. Il faut imaginer que tu as un peu de viande, un peu de fromage qui est riche en acides gras saturés. Là-dedans, je mets pas le yaourt, qui est en fait un aliment qui est plutôt associé à une bonne santé. Mais je parle par exemple du roquefort ou du comté, tu vois. Un peu moins. On retrouve un peu moins de viande rouge. Pas du tout. Mais c'est pour les grandes occasions. Le dimanche, dîner de français avec ton grand-père, tu manges la viande rouge qui te sert. Et c'est bon pour toi parce qu'il y a du fer, il y a certains composés qui sont en fait essentiels pour nous. Mais tous les jours, non. Et puis après, tu retrouves les aliments ultra transformés, normalement jamais dans un régime traditionnel, mais si c'est une fois de temps en temps, c'est pas grave. Enfin, c'est pas dramatique en tout cas. Oui, donc tu dis, c'est vraiment ces régimes traditionnels, c'est pas forcément... Nous, en Europe, on est très influencés par la culture méditerranéenne, effectivement, donc ça nous parle. Mais ça peut être le régime d'une partie de l'Afrique qui est un régime traditionnel ou d'une partie de l'Asie. On demande pas à ce que... Parce que j'ai souvent eu cette impression que comme... on se considère un peu comme le centre du monde, les Européens, les Américains. On dit c'est le régime méditerranéen qui est le mieux. Mais c'est vrai que si on habite au Ghana ou en Argentine, en fait, ou dans un pays asiatique, je sais pas, au Vietnam, c'est très bien aussi ce qu'ils font. En fait, il y a pas on labellise, tu sais, comme si c'était mieux que les autres, alors que ça correspond aussi juste à leur mode de vie et leur culture, et que si c'est basé, comme tu dis, sur beaucoup de légumes. De produits très peu transformés au final. Ouais, de légumineuses, de céréales complètes. C'est la même chose, c'est juste la façon dont on Et on retrouve ça d'ailleurs dans de nombreux pays, et souvent la combinaison légumineuses et céréales, tu vois. Genre beans and rice. Là, j'ai vécu 6 mois après mon doctorat. Youhou, c'était génial. Où ça au Brésil et au Costa Rica. Et pas à Rio de Janeiro, où là, ils mangent vraiment... Frits. C'est grave. Oui. En fait, quand la plupart des individus souffrent d'obésité,
tu vois pas ça dans la rue ici, parce qu'en fait, il y a eu un changement de l'alimentation très rapide vers une bonne alimentation et tout d'un coup ultra transformée. Donc, en dehors de Rio, on nous servait toujours beaucoup de légumes et du riz et des beans au petit déjeuner. En fait, c'est un régime traditionnel. Oui, c'est ça. Bon, un régime traditionnel est un régime qui peut être retrouvé dans toute culture, mais qui met l'accent sur les fibres. Une alimentation qui est principalement végétale, variée, diversifiée, avec des bons acides gras, donc insaturés, qu'on retrouve dans l'huile d'olive, les avocats par exemple, les oléagineux, et puis des acides gras polyinsaturés, qu'on retrouve aussi dans ce type d'aliments, mais aussi dans le poisson par exemple. Juste si on parle des huiles 2 secondes, parce que en Europe, en France, on utilise quand même beaucoup l'huile d'olive, donc ça va, mais il y a des huiles à éviter. Il y a des huiles qui sont ultra transformées. Je sais, aux États-Unis, ils en parlent souvent. Je crois que c'est les huiles hydrogénées. Voilà, c'est ça. Voilà. Nous, on a ça en France et en Europe. C'est interdit ou... Alors, normalement, on ne devrait plus en avoir. En fait, l'Organisation mondiale de la santé a publié un rapport qui montre qu'en fait, ces acides gras trans sont vraiment dangereux pour la santé, en fait. Et ils demandaient dans ce rapport qu'en 2023, ils insistaient fortement à réduire, voire faire disparaître ces acides gras trans. Alors, les acides gras trans, c'est un type d'acide gras qu'on peut retrouver naturellement dans l'alimentation. Par exemple, dans certains types de viandes, les viandes des ruminants. En fait, on va dire que le gras insaturé, du bon gras, peut être transformé en acide gras trans par les bactéries de l'intestin des ruminants. Et donc, on va le retrouver dans leur corps et aussi dans leurs produits laitiers. Dans le monde, normalement, la quantité d'acides gras trans que les gens consomment provient plutôt d'aliments ultra transformés. Parce que, donc on en retrouve un tout petit peu dans les aliments que je viens de citer, mais l'industrie alimentaire, pour des raisons pratiques et économiques, a ajouté de l'hydrogène aux graisses pour les rendre plus solides, plus stables, et les a mis dans l'alimentation. Et on a retrouvé par exemple beaucoup dans la margarine, et puis dans certains aliments. Souvent c'est les pâtisseries industrielles, les cookies, les gâteaux, les plats déjà préparés. Tu vois, tu vas acheter un plat déjà préparé en disant que c'est bien pour toi, mais tu vas retrouver des graisses trans dedans. Et tu vas même retrouver des sucres ajoutés, par exemple, dans une lasagne, alors que ça n'a pas beaucoup de sens. Bref. En fait, normalement, dans la plupart des pays, les gens consomment beaucoup d'acides gras trans par des aliments ultra transformés. Mais la France est un des rares pays où on consomme tellement de fromage et de viande que ça pourrait être une source majeure d'acides gras trans. C'est pour ça qu'on dit... manière... Voilà, essayez de réduire votre apport de viande, mais surtout de fromage et de beurre. Parce que il faudrait en consommer vraiment très peu. Je pense que c'est... Ouais, on devrait en consommer très peu, mais il y a quand même toujours des Français qui sont au-dessus de la norme. Ah ouais, franchement, je réfléchis à combien de plaquettes de beurre j'achète par mois. Mes filles adorent le pain et le beurre, tu vois. Ouais. Et je me dis, mais on est dans ces... Il faut pas diaboliser, mais non, se dire que voilà, il faut pas manger du fromage et du beurre à chaque repas. Oui, mais ça fait partie de notre alimentation, de notre culture en fait. Ouais. Voilà, c'est notre marque de fabrique, donc c'est compliqué des fois d'aller à contre-courant de ça. Et surtout le fromage, je crois. Ouais. Alors, il y a des régimes. Tu vois, tu posais la question sur l'impact sur l'humeur et sur l'impact sur notre cerveau. Il y a une étude qui a été beaucoup reprise et répliquée où des chercheurs ont suivi des personnes âgées qui étaient dans des EHPAD, vous dites ça comme ça en France? EHPAD, ouais. On dit des homes en Belgique, c'est horrible. Ouais, EHPAD, c'est pas beaucoup plus joli, je pense. Ouais, bon, bref. Des maisons de retraite. Et ils les ont suivis pendant 20 ans. Ils ont regardé qui avait un déclin cognitif, plus rapide ou moins rapide, qui développait Alzheimer, etc. Et qui mourait, évidemment. Et tout ce qu'ils mangeaient. Et ils ont fait une association après les 20 années entre les différents aliments et l'état de leur cerveau. Et ils ont pu trouver une association très forte entre 5 aliments et le fait d'avoir un déclin cognitif moins rapide, et 5 autres types d'aliments et un déclin cognitif beaucoup plus rapide. Et les personnes, donc disons, on a les 5 bons aliments et les 5 mauvais aliments, les personnes qui consommaient plus des 5 mauvais aliments, j'aime pas dire que c'est mauvais parce qu'ils ne sont pas à supprimer, voilà, avaient une augmentation les personnes qui mangeaient mieux avaient une réduction
de l'apparition d'Alzheimer de 53%. Donc, ils ont une réduction du risque d'avoir Alzheimer de 53%. C'est énorme. Wow. Et dans les 5 aliments à limiter, il y avait le fromage et le beurre, tu vois. Donc, c'est pas la ricotta, la feta de temps en temps, le comté le dimanche. Mais normalement, je vais juste citer quelques exemples de fromages qu'on peut consommer normalement. Le petit suisse, les yaourts, ça tu peux en consommer tous les jours. Un peu de feta de temps en temps, c'est des fromages qui sont moins riches en acides gras saturés. Cottage cheese, qui est un peu à la mode pour l'instant. En vrai, c'est super bon. Ça, tu peux en consommer. C'est comme le Saint-Moré, où j'ai donné des marques, mais le Madame Loïc, tout ça. Ils sont souvent moins riches en acides gras saturés. Par contre, ils ont plus de protéines. Le Roquefort, ils sont très protéinés aussi. Le Roquefort, les yaourts sont pas tous très protéinés, mais cottage cheese, petit suisse, etc. sont souvent assez protéinés. Par contre, les autres fromages, on les consomme de manière modérée, 1 à 2 fois par semaine, pour des occasions en fait. Ça doit rester des plaisirs. Et dans les 5 aliments qui ont fait diminuer de 53%, il y a quoi ? Mais justement, je te Vas-y, regarde. Ça, c'est intéressant. pour ça que c'est important d'avoir ce petit truc. Émilie amène toujours son ordinateur avec elle pour être sûre de ne pas dire de bêtises, de chercher des informations précises quand on lui pose des questions. Alors, les aliments le plus associés. C'est ça, mais c'est important, je pense. Non, t'as raison. Donc, 3 portions ou plus par jour de grains entiers, légumineuses ou céréales complètes. Donc, quand tu dis, vas-y, légumineuses, il y a plein de gens qui ne voient pas ce que c'est. Hein. Ouais. Légumineuses, c'est lentilles, pois chiches, haricots secs, flageolets, les haricots blancs, les haricots rouges. Et c'est super bon, hein. Tu peux les cuisiner un peu comme tacos night, tu vois. Donc ça, il faudra manger tous les jours. Tous les jours, 3 portions par jour. Une portion, on va dire que c'est une poignée. Ou alors des céréales complètes, du riz complet, du riz brun, par exemple. Tu peux avoir du sarrasin, faire un risotto de sarrasin, c'est bon. Ou de petite épeautre. Vraiment, c'est bon. Hein. Le millet, l'avoine, le quinoa, c'est une pseudo-céréale. Ça, c'est 3 portions par jour. Alors, une portion ou plus par jour de légumes, ça paraît peu. Mais en plus, tu as 6 portions ou plus par semaine de légumes à feuilles vertes. Donc, par exemple... épinards, kale, etc. Alors, les exemples qui étaient le plus cités dans l'étude, c'était le chou kale, les choux, les légumes verts, épinards, laitue et salade mélangée. La salade d'iceberg ne rentre pas là-dedans, c'est pas vraiment un vrai aliment. L'iceberg, c'est bon, pourtant c'est crunchy. Tu vois, les toutes petites salades, toutes blanches que tu retrouves dans des petites barquettes en plastique et qui sont toutes jolies et qui sont crunchy. Tu peux les ajouter dans tes salades pour ajouter... en fait, c'est plein d'eau. Un petit peu de texture, mais tu essayes de aussi mettre un peu de kale ou des choses comme ça. Moi, je mange les épinards en salade, c'est très bon parce qu'on est un peu tous traumatisés. T'as pas grandi en France, mais de la cantine, des épinards à la cantine qui étaient franchement immondes. Et du coup, je pense qu'on a tous eu cette aversion pour les épinards. Mais les épinards, quand on les cuisine bien, c'est super bon. Et en salade, c'est hyper bon. En salade, c'est super bon. L'avoir cuit. Faut juste pas trop en mettre parce que c'est un petit goût. Oui, c'est en salade avec d'autres choses. Exact. Mais si on n'aime pas la forme cuite des épinards, parce que ça arrive assez souvent. Et alors, faire rôtir de l'ail. Tu vois, tu fais revenir de l'ail à la poêle. Et puis tu mets les épinards dedans. Ça, c'est vraiment une tuerie. Mais vraiment, je pense qu'on est une génération entière d'avoir été traumatisée par les épinards à la cantine, malheureusement. Ouais. Moi, un truc qui me traumatise, que vous me traumatisez de ces légumes, c'est les haricots verts. Pourquoi est-ce que les Français servent des haricots verts quasiment à chaque repas du dimanche ? Ça, je comprends pas non plus. C'est vrai. Le poulet haricot vert est une tradition familiale, c'est vrai. Moi, j'adore les haricots verts. Des haricots verts, il y a tellement de légumes. Arrête. Et toujours cuisinés de la même manière. Non, il y en a qui aiment c'est crunchy ou d'autres qui aiment. Je dépeins une mauvaise image des Français, mais franchement, dans les dîners où je vais, c'est souvent viande, haricots verts, pommes de terre, après pain blanc, fromage, et puis un dessert. On peut manger, je sais pas, un dalle de lentilles, faire... Ah non, on cuisine pas varié sur ça. Il y a plein de types de plats différents, de cultures différentes qui sont chouettes à découvrir. Vrai. Tu as raison. Voilà. Oui, je Alors, on retrouve aussi 5 portions ou plus par semaine de noix. Donc moi, je disais un creux de main chaque jour de noix ou de graines. Alors, 4 repas ou plus par semaine de légumineuses, ça, je l'ai déjà cité, comme haricots secs, lentilles, soja, tofu, voilà. 2 portions ou plus par semaine de fruits rouges ou fruits des bois, comme les fraises. Enfin, je ne vais pas citer les fruits rouges, tout le monde sait. Les mûres, les framboises, les groseilles, tout ça. Et puis, l'utilisation principale de l'huile d'olive comme matière grasse. Et puis, les autres, c'était donc de l'ordre du mieux au pire. Donc, des aliments qui étaient associés à un meilleur maintien des fonctions cognitives
et à consommer occasionnellement, mais quand même à consommer. C'est juste pas à chaque repas, c'est la volaille, le poisson non frit. Donc la volaille, c'est dinde, poulet, voilà. Le poisson non frit, je t'en ai déjà parlé, et pas sous forme de bâtonnet pané. Les fish sticks, Vraiment, pas c'est spécialement trop bon, le meilleur pané. type de poisson, mais c'est vrai que c'est très bon. J'ai hâte d'avoir des enfants pour cuisiner des fish sticks quand j'aurai pas le temps. Une consommation occasionnelle d'un verre de vin rouge par jour, et ça, c'est pas bien de le dire, parce qu'en fait, dans la plupart des cas, les études qui montrent une association entre une amélioration de la qualité de vie ou du fonctionnement du cerveau et le vin ne prennent pas en compte de nombreux biais, dont le fait que les personnes souvent qui ne boivent pas parce qu'elles sont malades ou ce sont des anciens alcooliques. Il y a aussi le fait que les personnes qui consomment plus de vin rouge sont des personnes qui souvent viennent d'un statut socio-économique plus favorisé et qui ont plus de connexions sociales, qui sortent plus souvent. Or, c'est un facteur extrêmement important pour muscler son cerveau. Le tissu social est un des facteurs les plus importants pour la réserve cognitive. C'est comme si tu pouvais investir dans ton cerveau. Disons que avoir des bonnes connexions et différents types de connexions, c'est de la nourriture pour le cerveau. Donc les 5 aliments qui étaient associés à un déclin cognitif plus rapide, tu avais le beurre et la margarine, les pâtisseries et les sucreries, la viande rouge, y compris bœuf, porc, agneau. Donc c'est pas qu'il ne faut pas en manger, c'est qu'il ne faut pas en consommer à chaque repas. Et puis tu avais moins d'1 portion par semaine de fromage riche en graisses saturées et moins d'1 portion par semaine d'aliments frits. Mais ce qui est là, les 5 dont tu viens de parler, Ouais. on en consomme quand même de manière générale assez souvent au final. Parfois avec une bonne intention en se disant le beurre c'est un bon gras ou la viande rouge c'est notre façon de manger aujourd'hui. Sans parler d'écologie tout ça, en plus c'est vraiment de se dire on n'a pas l'impression de se faire du mal parce qu'on n'est pas en train d'aller chez McDo ou voilà un fast-food tous les jours. Alors que les études montrent quand même que ça a un impact. Alors, essayer de consommer entre à peu près 100 grammes de viande rouge par semaine, c'est une bonne idée. Il y a une étude en fait, un consortium de scientifiques qui ont publié un rapport du meilleur régime pour la santé et la planète. Et eux, ils recommandent quand même de consommer 100 grammes de viande rouge par semaine. Pour l'humeur et les fonctions cognitives, la viande rouge est importante. Si on compare des gens qui ne mangent pas du tout de viande rouge versus en consommer de manière modérée, le groupe qui n'en consomme pas du tout peut aussi avoir plus de troubles de l'humeur, comme la dépression ou un déclin cognitif plus rapide. Donc, c'est pas qu'il ne faut pas en manger, mais de manière modérée. Tout. Bon, mais c'est bien, on apprend des choses déjà. Tu l'as dit, il y a des fenêtres dans la vie où il faut faire très attention à ce à quoi on mange. Donc, on l'a compris, la petite enfance et notre cerveau qui est mature dans la vingtaine. Mais tu as parlé des femmes enceintes. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on doit faire attention et à quoi on doit faire attention en étant enceinte ? Alors, quand on est enceinte, on crée un petit humain dans notre ventre et son cerveau se développe. Moi, je m'intéresse au cerveau, mais il y a plein d'autres choses aussi. Et c'est vrai que je ne sais pas, je ne suis jamais tombée enceinte. Mes parents entendraient ceci, ils diraient arrête de dire tomber enceinte. Je n'ai pas encore de projet de grossesse, voilà. Parce qu'apparemment on dit ça comme si c'était un truc de business. Je n'ai pas encore de projet de grossesse, donc je n'ai pas encore été suivie à ce propos. Mais quand mes copines me donnent leur compte rendu de comment elles ont été suivies, c'est rare en fait qu'elles aient l'air d'être vraiment au courant que l'alimentation est cruciale à ce moment-là de la vie. Non, on ne parle pas de ça comme ça. Parfois, elles ne prennent pas du tout de compléments alimentaires et n'ont pas fait de bilan sanguin. Ou alors, elles ont fait un bilan sanguin. Quand j'insiste, elles me disent oui, je fais un bilan sanguin, mais j'ai pas vraiment regardé. Et puis, quand je regarde avec elles, je dis quand même bon, tu pourrais prendre du fer. Voilà. On nous donne l'acide folique. Alors, l'acide folique, la B9 est toujours prescrite aux femmes enceintes, normalement dans un pays, parce qu'elle permet de prévenir des malformations congénitales. Mais il faudrait aussi suivre d'autres nutriments. Le premier, qui a un impact sur le développement du cerveau et qui peut... En fait, ça va être horrible parce que je dis ça comme ça, mais l'iode, une carence en iode peut favoriser le fait de souffrir de crétinisme, donc d'être un crétin. C'était le terme utilisé auparavant. Il y a longtemps. Donc c'est tout à fait crucial d'avoir un bon apport d'iode pendant la grossesse pour le bon développement du cerveau du bébé. Donc les petits poissons, on se complémente. Souvent, on va donner un complément alimentaire aux femmes pour être sûr qu'il n'y ait pas ce risque. Et c'est quoi le complément alimentaire ?
Moi, je prenais de l'eau de Quinton, ça serait ça? Alors souvent, c'est de l'eau iodée. Je sais pas. Tu vois pas ce que c'est? Je sais pas ce que c'est que l'eau de Quinton, mais normalement on donne des complexes aux femmes enceintes qui contiennent de l'iode, de la B9, du fer, des choses comme ça. En fait, je préfère ne pas donner de conseils ou de dosage parce qu'il faut le faire en fonction d'un bilan sanguin. Tout à fait. Et c'est vrai que je ne pense pas qu'on mesure systématiquement le taux d'iode dans le sang, mais ça c'est très important. Alors, tu as l'iode en top 1, qui est le plus important pour éviter... en fait, le fait d'avoir de mauvaises fonctions cognitives, voilà, et qui est fortement associé au QI. Tu as le fer. Le fer, ça c'est crucial si on n'a pas un bon taux de fer, de se faire complémenter pendant la grossesse, et même en dehors. Et puis, tu as d'autres vitamines qui sont importantes. J'ai parlé des acides gras oméga 3. L'apport d'acides gras oméga 3 pendant la grossesse est aussi associé au QI de l'enfant à venir et à de bonnes fonctions cognitives. Donc, quand on compare des femmes qui ont eu un bon apport d'acide gras oméga 3 versus celles qui ont eu un moins bon apport d'acide gras oméga 3, à 4 ans, les enfants performent de manière significativement différente à des tests qui mesurent différentes fonctions cognitives. Donc ça, c'est important. Et puis, j'aimerais insister sur le fait qu'il y a plein de vitamines qui sont essentielles pour le développement du cerveau, comme la vitamine A, mais qu'il faut faire un bilan sanguin. Par exemple, parce que un apport trop élevé de vitamine A ou de vitamine E est par contre associé à des risques, par exemple de malformation du fœtus ou de fausse couche. Donc, toujours se faire suivre par un médecin. Tout à fait. Voilà. Mais c'est à surveiller pendant une grossesse. Il y a des choses vraiment importantes liées à l'alimentation parce qu'elles ont des conséquences sur nous, évidemment, mais sur le bébé. Idéalement, quand on a un projet de grossesse, faire la prise de sang 6 mois avant, essayer de corriger les déficits. Et si on n'a pas le temps et que c'est un cadeau du ciel, aller rapidement voir un médecin et s'intéresser vraiment à sa santé. Et je pense que les femmes, on est polies, on a tendance un peu à se taire et pas trop parler de notre trouble, tu vois. Il faut challenger son médecin et lui dire voilà, j'ai vraiment envie que vous vous intéressiez à ce point et j'ai vraiment envie que vous m'aidiez à être sûr que ce petit nid soit prêt à donner un enfant qui soit heureux, qui ait une belle vie, quoi. Là, on a parlé de la grossesse en postpartum. Ce qui pose problème souvent, c'est le fer. Parce qu'en gros, notre bébé, il nous a un peu pompé. Le fer. Il y a quoi d'autre? Les acides gras oméga 3 sont importants. Il faut imaginer que les acides gras oméga 3, ils vont s'incorporer dans le cerveau, ils vont privilégier l'avenir du bébé, l'avenir du cerveau du bébé. Donc ils vont s'incorporer dans son cerveau. Si tu n'as pas un apport suffisant, étant donné qu'ils sont essentiels par exemple pour le bon maintien de l'humeur, tu pourrais favoriser l'apparition d'une dépression postpartum. Donc vraiment faire attention aussi. Mais faire fréquemment des bilans sanguins, c'est l'époque de la vie où je pense que c'est intéressant de dépenser un peu d'argent pour ça. Ouais, en France, c'est remboursé par la Sécu si le médecin nous le prescrit pour les bilans sanguins. Donc, les acides gras oméga 3, je ne suis pas sûre qu'ils soient... Il faut mesurer les acides gras oméga 3 érythrocytaires, mais... en tout cas, d'avoir un œil sur dans quel état est notre corps une fois qu'on a donné naissance à un bébé, parce qu'il y a forcément des petites carences qui ont pu... s'installer. C'est sûr. Moi, je vous le dis, j'ai 2 ans après, je me suis rendu compte que j'avais une énorme carence en fer, que j'étais anémiée. Ça faisait 2 ans après ma grossesse et je l'avais pas mesuré. Et aujourd'hui, je remonte mon fer et je me dis, quand même plus sympa la vie. Vraiment le fer, avoir une carence en fer, ça peut faire en sorte que son cerveau fonctionne moins bien. Ton podcast est surtout écouté par des femmes. Il y a quand même 30% d'hommes qui écoutent. Alors, je ne dis jamais ça. Les hommes, vous pouvez faire une pause et ne pas écouter, s'il vous plaît, pendant 30 secondes. Parce que j'ai eu le malheur de citer cette étude à une conférence dans un gros groupe de finance. Tu vois, je donne beaucoup de conférences dans l'entreprise où j'ai expliqué que les femmes qui étaient carencées performaient beaucoup moins bien des tests de logique, des trucs comme ça. Et que ça pouvait être une des explications pourquoi les femmes pensent parfois qu'elles sont moins bonnes dans certains types de domaines. Ce qui est faux. J'aimerais le dire, parce que souvent, mais en fait, elles sont même pas 100%. carencées, elles ont les mêmes capacités, mais elles sont pas 100% on n'est pas à 100% de notre potentiel. Et Mm. se supplémenter en fer peut permettre de réduire ce déficit. Et surtout, c'est normal de remettre à niveau. On est très fatigué quand on est carencé en fer, on peut avoir dépression, souffrir de troubles du sommeil, c'est vraiment... Résoudre sa carence en fer peut permettre d'aller vraiment mieux. Ouais, mais écoute, je suis sur la pente où je remonte, donc je confirme que quand même c'est un peu plus agréable de se réveiller le matin.
On commence donc à comprendre, et c'est pour ça que tu as voulu t'intéresser à la science, que notre style de vie impacte notre santé. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu en quoi ça impacte? Enfin, ça veut dire quoi le style de vie Ouais, le mode de vie. Ouais. En fait, on s'intéresse au mode de vie. Moi, et je trouve pas encore assez. Moi, je vais commencer à m'intéresser au mode de vie parce que au-delà de la génétique ou des traumatismes vécus dans l'enfance, le mode de vie est modifiable dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure parce que certaines personnes n'ont pas la capacité de modifier leur mode de vie. C'est complexe. Oui, parce qu'il faut avoir des ressources financières pour modifier son mode de vie quand même. Mais en fait, manger comme un paysan, ça coûte pas très cher. Mais c'est que Ça certaines demande du personnes qui sont par exemple addictes aux aliments ultra transformés, c'est difficile de demain se dire je vais manger, comme Émilie a dit, mes portions d'épinards chaque jour, etc. Et ça demande du temps, ça demande des connaissances qui sont très peu accessibles. Tu vois, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je raconte des trucs hyper banals, et pourtant, chaque fois que je raconte un truc, je reçois des centaines de messages qui disent « Ah, merci, je ne mange jamais de ceci, je vais m'y mettre. » Et puis quelques mois plus tard, des personnes qui me disent « Grâce à ta conférence sur tel sujet, je me sens mieux. » Ou des entreprises qui me disent qu'elles ont vraiment vu un impact dans leurs équipes. Donc bref. Le mode de vie, pour moi, le pilier du mode de vie sur lequel il faut agir en premier, c'est le sommeil. Et puis tu as la nutrition et l'activité physique. Ensuite, la gestion du stress, qui est importante. Mais puis, tu as plein de choses. T'as les connexions sociales, comme je l'ai dit, c'est un facteur absolument crucial pour une bonne réserve cognitive. Le fait de challenger. Parfois, la spiritualité aussi pour entrer en compte. Voilà. Et en fait, j'aime bien donner l'exemple de la démence, de maladies neurogénératives comme Alzheimer. Il y a des gènes qui favorisent l'apparition d'Alzheimer, comme APOE4. Quand tu es porteur de ce gène, tu as un plus haut risque d'avoir cette maladie, mais pas total. Et donc, en fait, sur la population de personnes qui développent, disons, Alzheimer, certaines personnes pensent qu'en fait, 90% de la population va avoir Alzheimer, 90% de la population va avoir Alzheimer, alors qu'en fait, la maladie d'Alzheimer expliquée par les gènes reste à peu près à 3% de la population. Et même quand on est porteur de différents gènes, parce que tu as certains gènes qui sont à haute pénétrance, ça veut dire que souvent, si tu l'as, ton risque est vraiment augmenté. Mais souvent, les gens sont au courant. C'est des personnes où il y a des cas familiaux de cas d'apparition de Alzheimer très tôt dans la vie, très violente, avec souvent une mortalité plus jeune. Mais dans la plupart des cas, en fait, le mode de vie joue énormément. Donc là, j'ai parlé d'une réduction de 53% du risque d'avoir Alzheimer avec le régime MIND, dont on a parlé. Mais là-dedans, tu as le sommeil, tu as l'activité physique. Je pourrais te donner une étude à chaque fois pour montrer l'activité physique permet de ralentir le déclin cognitif. Même chez des personnes qui ont déjà un déclin cognitif, le fait de se muscler permet de réduire le déclin cognitif. C'est absolument fascinant. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est prendre un peu de temps pour modifier son mode de vie, c'est vraiment investir dans plus d'années de vie, mais surtout plus d'années de vie en bonne santé, quoi. Est-ce que nous, en tant que femmes, on doit faire plus attention à certains aspects de notre santé parce que notre corps, physiologiquement, ne fonctionne pas tout à fait de la même manière que ceux des hommes? On est plus impacté par des choses. Alors nous, en tant que femmes, nous sommes négligées par la science. Donc je pense que d'ici 20 ans, on pourra répondre à la question en expliquant qu'il faut faire attention à ceci, cela. Aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. Les hommes ont été plus étudiés que les femmes. Et pour des raisons aussi pratiques, parce que la femme connaît des cycles. Et si on voulait vraiment bien étudier les femmes, il faudrait les étudier à différentes périodes de cycle, comparer des groupes de femmes qui sont à différentes périodes de cycle et à différentes périodes de la vie. Parce que nos hormones fluctuent tous les mois environ, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aussi au cours de la vie. Et ça, certaines personnes vont te dire, oui, je vais te donner le régime alimentaire en fonction de ton cycle, ou le régime alimentaire en fonction du moment de ta vie. Bonne idée, mais en vrai, la recherche n'y est pas encore. Les femmes ne sont pas assez étudiées aujourd'hui. Donc j'espère que dans 20 ans, je pourrai te répondre avec une question précise, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Ce que j'aimerais dire aux femmes, c'est ne pas
sous-estimer leur souffrance ou leurs troubles. Souvent, on a tendance à, quand on est malade, mordre sur sa chic, comme on dit en Belgique. Et les femmes ont tendance à attendre plus longtemps pour demander de l'aide. Par exemple, quand une femme souffre d'un accident vasculaire, il est prouvé qu'elle attend plus longtemps qu'un homme pour appeler les secours. Et donc, elle a plus de risques de mourir. Et aussi, les femmes, avant la ménopause, sont protégées par les œstrogènes, qui sont, on va dire, protecteurs, notamment neuroprotecteurs. Il y a des études qui sont faites chez la souris, où on retire leurs ovaires, et on voit qu'elles commencent à avoir un déclin cognitif. Quand on leur administre des œstrogènes, il y a une restauration des capacités cognitives. Donc, ne pas sous-estimer le changement fondamental de la ménopause et chercher de l'aide parce qu'au moment où les œstrogènes chutent, on devient plus à risque, comme les hommes, de maladies cardiovasculaires, de déclin cognitif, mais aussi c'est un changement qui apparemment bouleverse complètement nos vies et qui n'est pas assez compris, pas assez étudié et souvent négligé. Donc si le médecin ne vous prend pas au sérieux, si vous allez voir votre médecin aujourd'hui ou à la ménopause et qu'il ne prend pas au sérieux votre déprime ou le fait que vous n'arrêtez pas de perdre votre chose, vous avez laissé le téléphone dans le frigo sans faire exprès, enfin, que des choses changent, changez le médecin, challengez-les et dans une certaine mesure, essayez d'aller se faire suivre par des médecins qui font partie d'un milieu universitaire et qui travaillent avec des équipes pluridisciplinaires. Ça permet de peut-être se rendre compte, cette dame, elle est vraiment, pendant un meeting d'équipe, de parler avec le neurologue et dire, elle a l'air d'être à risque de démence. Et en fait, le psychiatre va dire, mais non, en fait, la dépression imite la démence, donc il faut traiter sa dépression. Enfin, voilà. Je pense que vraiment chercher de l'aide, et si l'aide, parce qu'on nous prend parfois pour des pigeonnes. Des pigeonnes qui se plaignent, etc., alors que c'est réel. Donc, il faut changer de médecin s'il ne nous prend pas au sérieux. Je vais donner un exemple de ma vie qui m'est arrivé pendant ma thèse. J'avais très mal au bas du ventre, mais j'étais très stressée par ma thèse. Je travaillais beaucoup trop. Et j'avais vraiment très, très, très mal au bas du ventre. Quand je marchais, j'avais l'impression qu'on me rentrait un couteau dans le bas du ventre. Donc j'ai été voir mon généraliste en lui disant ça. Il m'a dit, vous devez avoir une inflammation au côlon, quelque chose comme ça, parce que vous êtes stressée, il faut se détendre, madame. Non. Ok. On m'a prescrit du Xanax. Ah oui, quand même. Voilà. Et peut-être qu'il faudrait arrêter votre thèse. Merci, monsieur. Et puis, j'ai été aussi voir quelqu'un pour... j'ai cherché un psy, j'ai pas trouvé de psy. J'ai été voir un psychiatre. Je disais, je commence à avoir mal. Enfin, voilà. Et en plus, j'étais très stressée. Aussi, la réponse, c'était du Xanax. Et puis, finalement, il m'est arrivé quelque chose d'un peu choquant. Je suis tombée dans les pommes dans une situation particulière. Parce que j'ai eu une torsion d'ovaire. Parce que j'avais un kyste qui faisait 8 cm de diamètre. Et en fait, j'ai été chez mon médecin après 3 mois de déjà énorme souffrance. C'est-à-dire que quand je me penchais pour mettre une assiette dans mon lave-vaisselle, j'avais l'impression que je devais me tenir, au comptoir pour prêter mon pomme. Et donc la gynécologue, je lui raconte tout. Elle était un peu choquée. Et puis, on commence l'examination. Et elle me dit, mais enfin, madame, vous allez vous faire pipi dessus, là. Votre vessie, elle est pleine à craquer, quoi. Ben, je lui dis non, donc je vais faire pipi. Je reviens, elle me remet la sonde. Elle dit, oh, c'est un kyste à l'ovaire droit. J'avoue que j'ai jamais vu un kyste aussi gros. Vous êtes... Elle m'a dit masochiste, c'est un terme, non ? Ouais. De vivre comme ça. Et en fait, c'était tellement un kyste qui était gros que j'ai dû me faire opérer d'urgence. Parce que je risquais de devenir moitié stérile. Et en fait, c'était une souffrance horrible. Et quand je tombais dans les pommes de torsion d'ovaire, c'est une douleur qui est inimaginable, tellement inimaginable que mon cerveau décide de couper. Enfin, voilà, donc, quand on vous prend pour une chochotte, en fait, changer de médecin, vraiment. Voilà, un exemple. C'est dur. Concret. Mais oui, c'est un exemple que malheureusement beaucoup de femmes pourraient raconter face à la médecine et on n'écoute pas leurs symptômes. Donc, c'est bien de l'entendre de ta voix aussi. Si on parle d'un autre aspect de ta spécialité, c'est le sommeil. Et ça, je pense, ça va intéresser beaucoup de parents, parce que le sommeil est une notion vague pour nous, avec des enfants en bas âge parfois. Pourquoi est-ce que c'est une des composantes les plus importantes de notre santé ?
Vraiment t'expliquer son effet sur chaque aspect de la santé, il me faudrait 60 000 heures. Juste pour parler du cerveau, il faut imaginer que quand tu dors, imagine ton cerveau, c'est la plus grande ville du monde. Imagine que quand tu dors, c'est le moment où tu as plein de gens qui passent pour laver les rues, au Karcher, sortir les sacs poubelles, etc. Dormir permet vraiment, certaines personnes disent nettoyer le cerveau. Je trouve ça con, mais en vrai, ça permet de bien imaginer que le sommeil est absolument crucial pour la santé de notre cerveau. Et puis, il n'y a pas une seule fonction dans notre corps ou dans notre cerveau qui n'est pas améliorée par une bonne nuit de sommeil. Hier, tu étais déprimé, tu dors bien, le lendemain, tu te sens mieux. Tu étais fatigué, tu n'avais plus de créativité au travail, tu te réveilles et même tu as des nouvelles idées, tu vois. Le sommeil améliore la créativité, la mémoire, ça c'est vraiment... En fait, quand j'ai fait la recherche sur le sommeil, c'était l'impact du sommeil sur la mémoire. Et on fait des expériences tout à fait... machiavélique où on réveille nos participants en plein milieu de la nuit et on regarde s'ils ont mieux mémorisé ou moins bien mémorisé. En fait, quand tu perturbes le sommeil des gens, tout va mal le lendemain. Donc, alors que si tu manges mal, l'effet est moins visible, plus lentement. Si tu dors mal, tous les parents qui écoutent ce podcast savent que quand tu dors mal, tout va mal. Et je pense que quand on devient parent, c'est un moment où on a un risque de développer un type d'insomnie qui s'appelle les insomnies psychophysiologiques. T'en as déjà entendu parler, tu dis Parce qu'en fait, ça peut être tellement frustrant, notre relation avec le sommeil pendant la petite enfance, qu'on peut développer des angoisses autour du sommeil ou des croyances ou des envies de optimiser son sommeil, de le voir comme quelque chose de productif qu'il faut améliorer, et ça crée de l'anxiété. En fait, tout stress autour du sommeil est contre-productif. Essayer de dormir à tout prix crée de l'anxiété. L'anxiété ne va pas bien avec le sommeil. Et ici, ce qui est important de dire, c'est si vous souffrez de troubles du sommeil, type insomnie psychophysiologique, il faut chercher de l'aide, mais de l'aide qui est intelligente. Donc l'insomnie psychophysiologique, je vais te donner quelques idées de symptômes que les gens ressentent. C'est typiquement, t'es crevé, au moment d'aller te coucher, pouf, ton cerveau se réveille, là tu commences à penser à toute ta to-do list, tu commences à avoir presque des sueurs, tu vois, t'as chaud, tu te retournes dans tous les sens, t'arrives pas à dormir. T'as le cœur qui va plus fort, non ? T'as ta tachycardie, tu commences déjà à t'énerver parce que tu ne dors pas et tu sais que demain ça n'ira pas, tu seras encore plus fatigué, etc. Ou tu te réveilles en plein milieu de la nuit, tu regardes l'heure et tu te dis « Waouh, il est déjà 4h du matin ». Ça veut dire que je vais rater 3 heures de sommeil si je dors pas jusque 7 heures, et tu commences à avoir plein d'idées de stress autour du sommeil. Ce type d'insomnie, elle se soigne. C'est une insomnie qui, on appelle, est primaire, c'est-à-dire qu'elle est due à cause de nous, c'est pas parce qu'on a de l'asthme ou des douleurs, elle se soigne. Alors, certains médecins vont prescrire un neuroleptique, disons par exemple du zolpidem, qui fonctionne très bien pour donner l'impression qu'on dort, mais c'est pas du vrai sommeil, c'est comme un état de coma. Et d'ailleurs, ça a des répercussions sur la vie à long terme, de prendre ce type de produits chimiques pour imiter un sommeil. C'est pas un sommeil de qualité, donc ça ne nous permet pas de réparer, de se faire réparer par un bon sommeil. Et là, le traitement qui fonctionne le mieux, c'est la thérapie cognitivo-comportementale pour les insomnies. Ça dure à peu près, un TCCI, ça dure à peu près 10 séances. Il y a plein de praticiens. Souvent, le temps d'attente n'est pas très long parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et ça, c'est fascinant. Des études ont montré que dans la quasiment totalité des cas de patients qui souffrent d'insomnie psychophysiologique, après avoir fait la TCCI, il n'y a plus d'insomnie. Et puis, dans une majorité des cas, au-dessus de 50%, je pense que la statistique, c'est à peu près 60%, il n'y a plus besoin à vie d'aller voir un médecin pour des troubles du sommeil. Donc, faites-vous soigner si vous avez des troubles du sommeil, c'est important, de ce type-là. Et puis, il y a plein de choses à faire, en vrai, pour améliorer son sommeil. Oui, c'est juste qu'on le sait dans la période où nos enfants se réveillent, parce que j'ai une fille asthmatique, par exemple, quand elle est en crise, c'est l'enfer la nuit, parce que les crises, c'est souvent la nuit. Il y en a une qui a ses dents, il y en a une qui a peur, une qui a fait pipi au lit. Tu dis, en fait, ça s'arrête jamais. Et je sais que les nuits où elles m'ont réveillée 5, 6, 7 fois, ça arrive encore, j'ai envie de me taper la tête contre le mur le matin.
tellement le manque de sommeil, ça rend fou, en fait. Ça rend vraiment... Mais c'est un type de torture. Une torture, mais... Et les jours où, là, tu vois, je suis en déplacement, je suis à l'hôtel, donc je dors des nuits complètes. Oh là là, même si j'ai pas dormi mes 7-8 heures que j'aimerais, j'ai dormi 6h30 ou j'en sais rien parce que je travaillais assez tard, mais je me sens quand même beaucoup plus compétente et beaucoup plus moi-même au final. Je leur dis à mes filles, quand j'ai pas dormi la nuit, je suis maman dragon, tu vois. Ouais, c'est bien de leur dire. De se sentir à ce point-là, pas toi-même en fait. Ouais. Ce truc d'être à côté de ces pompes là quand t'as pas dormi, enfin, au-delà de pas dormir, quand tu te fais réveiller tout le temps, en fait. Tu vois ce que tu disais machiavélique là. Je voyais mes enfants être machiavéliques, je me disais c'est eux. Ils font une expérience sur maman pour voir si elle devient déprimée. À quel moment ça s'arrête là, jusqu'à où elle peut aller. C'est hyper dur, c'est vrai. Ce manque de sommeil là. Qui crée, comme tu dis, après, des angoisses autour du sommeil. Mais bon. Après cette période-là, c'est intéressant de chercher de l'aide. Bon, voilà, là, tu peux rien faire, en fait. Ben non, faut attendre. C'est ça qui est dur. Faut prendre des relais. Quand on est deux, faut essayer de se relier, faut trouver. Et parfois, j'essaie de me rassurer en me disant que du point de vue de l'évolution, ce manque de sommeil pendant une certaine période de la vie ne doit pas être tellement mauvais pour nous. On a une série d'hormones qui prend le dessus, etc. Par contre, à vie, mal dormir, non, c'est problématique. Bien sûr. Donc après cette période difficile, chercher de l'aide si on n'en a pas. T'as raison, si ça continue. Oui, parce que là, on connaît la cause. On va terminer par cette notion du stress dans notre société, parce que tu en as parlé dans le mode de vie. On est dans des sociétés occidentales où, en fait, le stress est omniprésent. Ça a un impact très fort ou on ne sait pas trop? Si, c'est un impact très fort, surtout. Même le microbiote intestinal souffre de stress. Autre étude machiavélique, quand on prend des souris, j'ai vu cette étude pendant le confinement et je trouvais ça marrant. Donc il y en a plein d'autres qui sont sortis, mais c'est marrant. Moi, en tant que scientifique, je trouve ça marrant parce que je me dis, waouh, c'est vraiment fascinant, mais c'est pas marrant du tout. Ils ont pris des souris, ils les ont stressées, comme si tu stressais un être humain, avec des types de souffrances qu'on aurait pu vivre, par exemple, pendant le confinement. Et ensuite, ils ont pris le microbiote de ces petites souris stressées et les ont mis dans des souris qui n'avaient pas été stressées. Les souris deviennent stressées, anxieuses, dépressives. Alors, une souris n'est pas anxieuse et dépressive comme un être humain, mais ils montrent des signes où, tu vois, ils se grooment plus, ils se nettoient plus, ils ont peur de l'expérimentateur, elles restent seules aussi, elles vont plus voir leurs petites souris copines, elles vont moins sur leurs roues. Donc, un effet sur le microbiote intestinal, un effet sur le système immunitaire. Les personnes qui souffrent de stress chronique peuvent tomber plus malades. Et parfois, quand tu as vécu une période de stress très intense et tout d'un coup ça va mieux, génial, tu pars en vacances. Non, les 3 premiers jours de vacances, tu es malade. Ah ouais, ça c'est très, très insupportable. Ça, c'est un retour de bâton. Là. Ouais, c'est un signe. J'ai une copine, à chaque fois, on part en vacances, chaque été. Marie, si tu m'entends. Chaque été, on arrive en vacances, elle est trop contente. Et les 3 premiers jours de vacances, elle est vraiment au fond du lit, quoi. Et je lui dis, c'est un signe que tu as trop tiré sur la corde et que au moment où tu lâches tout, ton système immunitaire qui s'est battu pour toi, il pensait que tu étais chassé par un lion seul dans la nature. Donc, tu vois, il y a eu un overdrive du système immunitaire, à un moment où tu te détends, et tout qui explose. À chaque fois, elle a des maladies hyper marrantes en plus. Enfin, marrantes pour une scientifique, mais des cas vraiment rares, tu vois. Un truc improbable. Bref. Et le stress altère aussi notre métabolisme. Être stressé de manière chronique favorise une augmentation de l'appétit, la prise de poids. Être stressé de manière chronique, tu le sais, affecte le sommeil. Le sommeil, c'est le pilier de notre santé. Augmente le risque de souffrir de dépression, d'avoir un déclin cognitif plus rapide, troubles de la mémoire. Je parlais du stress ou du sommeil, je ne sais plus. De toute façon, les deux, c'est interconnecté. Aujourd'hui, on a des stress permanents, comme tu dis. Il faut se dire, moi j'aime bien expliquer qu'il faut avoir une relation positive avec le stress. Le stress, c'est notre meilleur ami. Il nous permet d'être la meilleure version de soi-même. À l'époque, si on se faisait chasser par un lion, être stressé tout d'un coup nous permettait de penser beaucoup plus vite, de laisser tomber des fonctions qui servent à rien. Pourquoi avoir envie de faire l'amour alors que tu te fais chasser par un lion, ou de manger alors que tu te fais chasser par un lion. Donc, certaines fonctions étaient mises au repos et d'autres prenaient le dessus. Tu vois, il y a plein de choses. Le cœur pompe à fond. Il se passe plein de choses qui font que tu deviens la meilleure version de toi-même. Ta vision est plus claire.
Tu peux te faire pipi, voire popo dessus de stress pour être plus rapide, courir plus vite et pour que ton intestin prenne moins d'énergie à digérer. Alors que, voilà, le lion est là. Mais en fait, le truc, c'est que dans notre société, on vit un stress chronique. Et il n'y a pas un lion qui est tout le temps derrière nous. Et normalement, la réponse normale, c'est de combattre, de fuir ou de freeze. Aujourd'hui, on ne peut pas dire... Tu vois, toi, tu passes souvent à la télé, tu peux pas arriver en disant « Ah, je suis super stressée !» et te cacher sous la table. Tu vois, enfin, c'est pas une réponse appropriée. Surtout si c'est tous les jours. Le stress aigu n'est pas mauvais pour nous, le stress chronique l'est. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que si on arrive à voir le stress comme quelque chose de plus positif, il y a des études qui ont montré, quand tu prends un énorme groupe de participants et tu leur demandes s'ils sont très stressés, moyennement stressés, pas stressés, dans la population, et puis que tu leur demandes est-ce que vous voyez le stress comme quelque chose de positif ou quelque chose de négatif, les personnes qui voient le stress comme positif ont un taux de mortalité moins élevé. Et en fait, quand on prend par exemple un groupe de participants et qu'on va leur faire une tâche très stressante, passer à la télévision, disons. Moi, ça me paraît très, très stressant pour toi. Et que avant de leur faire... Mais c'était une tâche complexe d'un point de vue cérébral et en plus, ils sont jugés de manière pas très sympa. Avant de leur faire passer l'examen, on va leur dire « Voyez le stress comme quelque chose de positif qui vous permet de devenir plus malin, plus ceci, cela. » Et l'autre, on leur dit rien. Et en fait, les personnes qui ont su que le stress leur permettait de devenir la meilleure version de eux-mêmes, quand on mesure certains paramètres de santé, on voit qu'ils ont eu un stress qui semblait moins négatif sur l'organisme, notamment au niveau du cœur. Donc, d'être stressé, c'est pas productif. Si vous êtes stressé de temps en temps, dites-vous que c'est quelque chose de positif qui vous permet, d'être la meilleure version de soi-même. Par contre, stresser de manière chronique, là, il y a un problème. Alors, les petits conseils, c'est d'essayer d'identifier toutes les petites choses qui vous stressent au quotidien et déjà les enlever. Le téléphone en est un. Se réveiller et tout de suite ouvrir ses mails ou Instagram, pour nous qui sommes créatrices de contenu, c'est une source de stress. Non, on va se dire, j'attends d'ouvrir mon téléphone, par exemple, je l'ouvre quand je quitte la maison. Ça peut être plein de choses, mais essayez d'identifier tout seul les choses qui vous stressent. À chaque fois que je vais dans le métro, je suis stressée. Je passe une mauvaise expérience, mais pourquoi pas aller au travail à vélo, tu vois. Ça, c'est les petites choses. Et puis, si vous souffrez de stress chronique, cherchez de l'aide. Là, je vais parler de dépression, mais des études montrent qu'un individu attend à peu près 10 ans avant de chercher de l'aide quand il souffre de dépression. 10 ans. Ouais. C'est une maladie très grave, qui n'est pas un trait de personnalité. Ça ne veut pas dire qu'on est faible, qu'on est une chochotte. Il faut chercher l'aide le plus vite possible. C'est pareil pour le stress. Il y a des choses qui peuvent nous aider à gérer le stress, comme la respiration, ou simplement parler avec quelqu'un pour essayer de trouver des solutions. C'était intéressant d'ailleurs ce que tu as fait comme parallèle sur le corps qui, quand il réagit au stress, qui élimine quelques fonctions pour pouvoir aller plus vite. Je pense à ça pour les femmes enceintes qui ont peur d'avoir des selles pendant l'accouchement. Dites-vous que quand votre corps commence à éliminer ce qu'il y a dans votre intestin, c'est qu'il se dit qu'il a autre chose à faire de plus important, c'est-à-dire sortir le bébé. Donc c'est un bon signe, c'est que ça arrive. Parce que je sais, je vais le raconter à chaque fois, mais à mes 2 accouchements à la maison, on est vraiment perturbé par rien. On est dans un environnement hyper calme et safe. Et quand on commence à aller aux toilettes, notre sage-femme, elle sait que ça veut dire que le corps il est en train de se mettre en marche et que le bébé va arriver dans pas longtemps. Et je sais que dans les salles d'accouchement, elle voit ça aussi comme un signe positif. Ouais. C'est que on se rend peut-être pas bien compte que c'est un stress, mais positif en fait, enfin, qui donne un bon signal de ce qui va se passer derrière. Ouais. Je dis ça juste parce que c'est bien. Souvent, c'est une vraie peur des femmes. C'est marrant d'avoir du caca, mais en fait, ça fait partie de la vie, du processus du corps. C'est vrai que ça doit faire peur à certaines personnes. Moi, j'ai pas peur de ça. Je pense que c'est le regard des autres. Mais c'est vrai parce que t'es dans une salle d'accouchement. Mais c'est que ton corps est en train de... Le regard de ton conjoint, en fait. Aussi, sûrement de la personne qui est avec toi. Parce que la personne qui te fait accoucher, elle a dû en voir... Oui, mais voilà. tu fais pas caca devant les gens. Donc forcément, t'es un peu intimidé que ça t'arrive. En fait, moi, travailler dans le milieu médical m'a permis quand même de me rendre compte que c'est vraiment vrai que les médecins n'ont rien à foutre de la taille de tes seins, de la forme de ta chatte. Enfin, désolée d'être crue, mais j'ai, pendant mes 3 années de thèse, été souvent dans des salles de chirurgie digestive
d'endoscopie, où on faisait soit des fibroscopies, donc c'est un tube qu'on insère par le haut, soit des coloscopies, on insère l'endoscope par le bas. La première fois que j'ai assisté à une endoscopie, quand ils ont levé la blouse du patient, comme une conne, je me suis retournée par décence pour le patient qui était endormi, tu vois. Donc je me retourne en me disant, il a peut-être pas envie de voir que je vois, moi, la petite doctorante, le moment où on insère l'endoscope dans son cul. Il dort. Tous les médecins ont éclaté de rire. Mais qu'est-ce que tu fais et tout? Je sais pas, j'ai pas envie de regarder, enfin, c'est pas très sympa et tout. Ils m'ont dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, après, donc je me suis plus jamais retournée et j'ai regardé. En fait, tu regardes même pas. Et j'ai vu tout type de corps, tout type, enfin, personne regarde. Il n'y a jamais de commentaires. Parfois, les femmes sont pas du tout épilées, ce qui est normal, en fait. Enfin, il n'y a jamais un commentaire. Parfois, elles sont complètement épilées, on dit rien. On voit tout type, vraiment, d'anatomie là-dessous. C'est pas le problème. Oui, vous n'êtes pas focalisé sur ça en même temps. Il n'y a jamais eu un commentaire. Et ça m'a rassurée. Je me suis dit, bon, bah, ok. Voilà. Et parfois, les patients se chient dessus pendant l'examen, ou, enfin, tu vois, il y a des bruits, enfin. Oui, bah, c'est le corps personne ne humain. dit rien, Oui, tout le monde s'en fout. Ouais. C'est nous, de point de vue du patient, t'as raison. Allez, j'ai une dernière question, parce qu'on a fait quand même un très grand tour de tous tes sujets d'études, même si je sais, t'as simplifié, et on pourrait aller plus loin, et tu pourrais parler des études encore plus longtemps, mais chez nous, les femmes, à partir d'un certain âge, on perd notre densité musculaire. Pourquoi est-ce que c'est si important de faire du sport et de maintenir cette densité musculaire? Ok, je vais faire très court. À partir de 30 ans, notre masse musculaire ne fait que se dégrader. C'est la merde. Elle chute. Exact. En plus, à la ménopause, à cause du changement hormonal, notre masse musculaire se dégrade encore plus. La première raison qui est assez claire, c'est que si tu as une chute de masse musculaire, tu perds ton indépendance. Plus tard, tu as envie de te lever, de prendre tes petits-enfants dans les bras et d'aller aux toilettes tout seul, par exemple. Puisque ça a l'air d'être un sujet pour lequel on n'a pas envie de demander de l'aide. En plus de ça, la masse musculaire, c'est un organe qui ne sert pas que à se déplacer. Il a des fonctions pour améliorer, par exemple, notre santé métabolique et même pour la santé mentale et cognitive. Le fait de se muscler, par exemple, favorise une meilleure neuroplasticité, une meilleure humeur, une meilleure estime de soi. Donc, il faut absolument faire au moins 2 séances de renforcement musculaire qui visent à muscler toute la chaîne musculaire, pas que abdos fessiers 2 fois par semaine, parce que j'ai envie d'être bonne à la plage, non, tous les muscles du corps. Et ça, c'est le minimum. Autrement, ça peut avoir des répercussions sur absolument chaque aspect de notre santé. Et peut-être pour finir, voilà, je te l'ai dit, mais des personnes qui ont déjà un déclin cognitif, qui sont dans un EHPAD, quand on leur fait se muscler le corps, il y a un retour vers un retour des fonctions cognitives. Donc si on peut faire quelque chose c'est quand même assez simple, pour aller mieux, vivre mieux et jusque tard dans la vie, faisons-le. Je sais qu'une femme a peur d'être trop musclée. Heureusement, même si en vrai pas heureusement, on est protégé. Enfin, genre, c'est très compliqué d'être musclé comme un bœuf ou comme voilà. Quand on est une femme, tu veux dire? Oui. Ou de manière générale. Ou ça te demande beaucoup d'implications, d'heures de muscu. Si tu voulais être musclé comme pour aller faire comme ça. Faire du bodybuilding. Voilà. Ouais. Ce serait ton job à plein temps. Bien sûr. 2 séances de renforcement musculaire ne te rendra que plus fit. En meilleure santé cognitive. En forme. Et en longévité, en fait. Ouais. C'est surtout ça comment il faut le voir. N'ayez pas peur de vous muscler. Et on nous parle pas. Quand tu vas à la salle de sport et que tu utilises des haltères et tout, on te regarde un peu, mais il faut. Non, c'est ça. Il faut prendre des poids, même s'ils sont légers. Il faut pouvoir avoir ce renforcement musculaire. Une bonne séance de renforcement musculaire, au sens strict du terme, c'est réaliser des séries courtes jusqu'à épuisement. Donc si vous n'avez jamais fait de squat de votre vie et que vous faites 12 squats, à la fin des 12 squats non chargés, vous tremblotez un peu, même vous relevez avec le banc d'à côté, tu vois. C'est bien. Si après 5 ans de faire des squats, en fait, ça ne suffit plus, vous prenez des charges. Et en fait, c'est pour aller jusqu'à l'épuisement. Vous vous dites peut-être à quoi ça sert de me muscler comme un bœuf. Non, déjà, vous ne serez pas un bœuf. Mais quand vous aurez 70 ans, vous penserez à moi et vous direz... C'était utile. Je suis la plus fit de mes copines, tu vois. Je sais marcher. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment important parce qu'on a un mode de vie qui est beaucoup plus sédentaire. Peut-être que nos mères n'ont pas fait ce sport-là, mais peut-être qu'elles bougeaient beaucoup plus. Aujourd'hui, entre le télétravail, le Covid qui est passé, on a quand même perdu en mobilité. On
On a oublié que c'est important le mouvement et en tant que femme, avec la ménopause qui arrive, on est plus sujette, c'est ça, à perdre cette densité et elle est très importante. Ouais, après la ménopause, c'est difficile de construire du muscle. D'où le fait de faire des séances de renfort avec des courtes répétitions jusqu'à épuisement. Ouais. Donc, si on récapitule un peu, on a parlé du mode de vie au final, parce que tu as parlé du stress, du sommeil, de l'alimentation et du sport. Est-ce qu'on oublie dans le mode de vie, il y a autre chose? Il y a les gènes, il y a le plus, comme les relations sociales, mais c'est vrai. Ça, c'est vraiment les choses importantes sur lesquelles on peut agir et sur lesquelles il faut agir, en fait. Merci beaucoup, Émilie. Avec plaisir, merci de m'avoir reçue. C'était trop intéressant et j'espère te recevoir avant 20 ans. Une autre fois, et qu'il y aura d'autres études à la sortie de mon livre sur les femmes déjà, et voilà, la sortie de ton livre, avec grand plaisir. Merci Émilie. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.